suit Pierre et je dois dire qu'à chaque fois, et notamment j'avoue que j'ai un très gros faible pour le livre précédent de Pierre qui s'appelle « Que reviennent ceux qui sont loin », qui est une magnifique citation de Cesare Pavese. Donc déjà il était là. Et cette fois-ci, donc avec Hotel Roma, on voulait pas le rater non plus, donc on a attendu patiemment, parce qu'on était tout de suite sur les rangs dès le mois de septembre, mais voilà, je suppose que Pierre, tu habites maintenant entre Rome et Paris ou à Rome principalement quand même. À Rome principalement, voilà. Donc Répétez le titre du précédent. Le précédent s'appelle « Que reviennent ceux qui sont loin ». Ça fait un peu film français avec Romain Duris, mais c'est bien aussi. Voilà, et donc je vais laisser la parole à... C'est Manuela Corigliano qui va s'occuper de dialoguer, qui dialoguera avec Pierre. On est vraiment très très heureux, et puis je dois le dire, moi j'ai lu le livre de Pierre et ça m'a donné de furieuses envies que j'ai tout de suite d'ailleurs je ne me suis pas empêchée de lire et de relire Cesare Pavese. Alors, on a quelques exemplaires des livres, il n'y en a pas énormément, on en recevra davantage en fin de semaine s'il y a des gens qui sont intéressés par les versions italiennes. On en aura d'autres, mais voilà, en tout cas, il y a déjà pas mal de livres et je vous encourage vraiment à lire ce magnifique Hotel Roma. Il y a un film qui va sortir très prochainement. Le bel été, La Bella Estate, absolument, oui, qui sort la semaine prochaine, je crois, le 4. On en parlera peut-être, voilà, avec Pierre. Mais je te laisse la parole, Manuela. Merci. Manuela qui a donc un très joli site internet, on en parle à chaque fois, mais que je vous encourage là aussi à aller voir, et qui parle de littérature italienne, de littérature française, de littérature espagnole, elle est potentiellement, enfin bon voilà, de nombreuses langues. Bonsoir, buonasera et bienvenue à tous et à toutes. Alors, je suis particulièrement contente d'être aux côtés de Pierre-Adrien ce soir, parce que je rejoins complètement Florence dans ce qu'elle disait, dans cette passion pour ses livres, pour l'œuvre de Pierre-Adrien. Alors, ce soir, on va présenter en particulier Hotel Roma, qui est son dernier livre paru chez Gallimard il y a quelques mois, au mois d'août. On va évidemment revenir aussi notamment sur le livre précédent, si on a le temps de le faire, j'espère. Pierre, Florence le disait, ton premier livre date de 2015 et c'était déjà une première approche, disons, à une grande figure de la littérature et à un grand intellectuel italien, parce que voilà, c'est un livre consacré à Pasolini, la piste Pasolini. Après, il y a eu d'autres titres. Après, en 2022, il y a eu Que reviennent ceux qui sont loin, justement, ce livre à travers lequel, je dois dire, je t'ai découvert. Ça a été un coup de foudre littéraire énorme pour moi et un coup de foudre qui s'est confirmé maintenant avec Hotel Roma, dans lequel tu retraces les dernières semaines, les derniers jours, le dernier été d'un autre grand intellectuel, un poète, un auteur italien fondamental du XXe siècle, qui est justement Cesare Pavese. Avec ce livre, on découvre ou on redécouvre, selon la lecture de chacun, cet auteur avec ses tristesses, ses mélancolies, ses colères, aussi ses espoirs, sa manière de vivre, sa manière d'être et ce qu'il appelle le vice absurde, c'est-à-dire le suicide, il vizio assurdo. On va revenir sur ça. Et pourtant, j'ai vraiment envie de le souligner, ce n'est vraiment pas un livre sombre, loin de là. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres ingrédients dans ce livre. Il y a des touches autobiographiques avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse. Tu évoques les débuts d'un amour avec cette jeune femme qui accompagne le narrateur dans les voyages sur les lieux de Pavese, les voyages que le narrateur fait justement pour aller à la recherche, à la découverte de cet intellectuel. Et il y a le thème du voyage aussi, qui est fondamental. Donc on va parler de tout ça. Je veux juste dire, avant de te laisser la parole, que c'est une double joie pour moi ce soir, parce que je le disais tout à l'heure, tes livres ont été un vrai coup de cœur pour moi, et donc c'est un plaisir de pouvoir t'interroger sur ton œuvre. Et par ailleurs, Cesare Pavese est un de mes auteurs préférés, donc je te rejoins vraiment sur cette passion, sur cet intérêt pour cet auteur qui m'accompagne depuis mon adolescence. Donc ça commence à dater, pour vous dire. Et c'est donc un double plaisir, une double joie. Donc la première question, c'est une question
très général, très simple, pour entrer un peu en matière. Qui est Cesare Pavese pour toi et pourquoi tu as décidé de lui consacrer un livre? Bah non, bon, bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation, Florence. Pavese, Pavese, bah pour moi, c'était un auteur que j'ai remarqué d'ailleurs en parlant avec des gens, c'est un écrivain lié à une période de la vie qu'on lit souvent très jeune, qu'on a lu très jeune et qu'on oublie parfois un peu de relire. Parfois, il ne faut pas trop relire les écrivains qu'on a lus jeunes, mais en fait, là justement, c'est une invitation à relire Pavese pour ceux qui l'ont aimé. Et, et moi, en fait, c'est très différent de Pasolini, où Pasolini avait quelque chose de... Déjà, c'est mon premier livre. Premier livre, c'est très différent, quoi. Autant je suis un écrivain confirmé, je voyais, c'est un métier. Non, non, mais je veux dire, le premier livre, il y a quelque chose de plus presque, enfin, de plus innocent, de plus pur, de plus. Et Pasolini, il y avait autre chose. Pasolini, c'est une figure intellectuelle, c'est un visage, c'est une parole politique, poétique, c'est quelque chose même un peu trop maintenant, c'est devenu une icône un peu partout. Mais à faire trop de Pasolini, on finit par. Mais Pavese, au contraire, c'est quelqu'un qui est. Bon, vous connaissez, vous voyez un peu, il est un peu gris, un peu. C'est Ernesto Ferrero qui disait qu'il était en noir et blanc. Il rigolait pas, il ricanait. C'était quelqu'un d'un peu aussi très piémonté dans son caractère, assez taciturne, assez ironique. Peut-être voilà, un peu silencieux, sentencieux. Enfin, c'est pas quelqu'un. C'est pas un modèle de vie, quoi. C'est pas un, voilà, c'est une sorte de contre, enfin d'anti-héros, Pavese. Et donc, au fond, c'était pas tant cette figure-là, ce personnage en fait, j'ai l'impression qu'il marche pas. Si, il marche. Pardon. Excusez-moi. Et enfin voilà quoi. Et donc c'était pas forcément cette figure-là. C'était en fait c'était ses thèmes. Enfin c'était ce qu'il évoquait dans ses livres. Et donc et l'envie presque d'être un personnage de Cesare Pavese. L'envie d'être une de ces jeunes femmes du bel été. L'envie d'être le cousin qui revient, le cousin des mers du Sud qui revient chez lui. L'envie de se promener dans les collines des Langues. Et l'envie de marcher sur ces grandes artères de Turin. Et en fait, je voulais être un personnage de Pavese, donc je suis allé un peu sur ses traces à Turin et dans les Langues, et pour comme il disait, étreindre son ombre. Ma vie à moi, mon destin à moi, c'est d'étreindre des ombres, dit-il à un moment. Et moi, c'est ça, je pars un peu à la recherche d'un fantôme. Et ce qui est assez beau, c'est que paradoxalement, j'avais aucun fantasme sur l'homme, il ne m'attirait pas particulièrement. Et qu'au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, de la fréquentation de Pavese, j'en ai fait un ami, un compagnon de route. Mais pas du tout pas un maître à penser, au contraire, j'en ai fait un ami. Et donc un ami, c'est quelqu'un qui nous aide à vivre. Et je pense que j'avais simplement rendez-vous avec lui. Et d'ailleurs, mon écriture... tous mes livres sont un peu des écrits, comme si mon écriture avait rendez-vous avec quelque chose, quelqu'un. Ça a toujours été ça dans mes livres, rendez-vous avec un endroit, rendez-vous avec quelqu'un. Et là, c'était avec lui. Et vous connaissez la phrase de Calvino, citée par Nanni Moretti, justement, dans le film, Cesare Pavese è morto perché noi imparessimo a vivere. Il est mort pour nous apprendre à vivre. Et donc, j'ai été chercher chez un homme travaillé par le suicide, travaillé par la mort, un homme qui avait une difficulté énorme à vivre. J'ai été chercher justement un apprentissage aussi à lui. Donc, en fait, oui, par l'intellectuel, etc. Mais quand même, j'ai été puiser énormément de choses. Et après, pour finir, c'est surtout le métier de vivre, qui est un livre que je lis et relis depuis plusieurs années, et qui m'accompagne énormément, qui est un de mes livres de chevet, bien sûr. Pierre, donc tu disais maintenant que ça a été un peu un rendez-vous, ça a été une rencontre. Qu'est-ce qui a changé, si quelque chose a changé dans ta perception de Cesare Pavese et de l'auteur, et donc ta manière peut-être aussi d'interpréter son œuvre à partir de ces voyages répétés que tu as fait justement pour aller à sa rencontre, pour enquêter un peu sur lui? Bah, ça c'est un peu décevant, c'est que pas grand-chose n'a changé, puisqu'en fait... aller sur les traces d'un écrivain sert peu ou prou à pas grand-chose. J'avais déjà éprouvé ça avec Pasolini, en fait, pensant aller sur ses traces. Je croyais aller chercher quelque chose. Oui, je vais chercher des ambiances, des atmosphères,
les collines du Piémont, les atmosphères confinées d'auberges des faubourgs turinoises, ces grandes artères. Mais en fait, au fond, un écrivain, après tout, on ne connaît jamais mieux que dans ses écrits. Donc, j'ai pas, dans ce que, j'ai pas trouvé grand-chose en fait dans ce voyage-là. C'est surtout en le relisant totalement, que j'ai continué à apprendre de lui. Et en fait, c'est tout l'âge de la vie. En fait, j'ai l'impression d'avoir découvert Pavese à l'âge de 30 ans, qui est un âge un peu où on commence à ressentir le poids du temps qui passe, on commence à se retourner un peu en arrière, on commence à perdre des êtres chers. Pavese, pour moi, c'est un grand écrivain du retour, le retour chez soi. Et À 30 ans déjà? ouais, bah après, non, mais ça dépend ce que vous éprouvez dans la vie. À 30 ans, on peut avoir vécu des choses aussi. La perte d'être assez cher, ça vous fait vieillir très vite aussi. C'est un sentiment, je pense que oui, à 30 ans déjà. Moi, franchement, voilà, je crois que ça arrive à cet âge-là un peu quand même. Et puis, oui, je parlais sur le retour. C'est quand même un écrivain. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'œuvre de Pavese. Pour moi, elle est traversée par le tout début, le premier poème de Lavorare Stanca, Les mers du Sud, ce cousin qui revient chez lui et qui ouvre son garage dans les Langues après avoir parcouru le monde et qu'on pensait mort. Et La lune et les feux, le retour de cet orphelin qui revient dans ce village. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup. Enfin, La lune et les feux, la lecture de La lune et les feux a motivé mon écriture de Que reviennent ceux qui sont loin, parce que c'est un livre sur le retour dans une maison et le sentiment du pays. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un pays, un paese de ci vuole, ne serait-ce que pour pouvoir en partir. Et ça veut dire que vous savez qu'il y a quelque part un endroit qui vous attend, chez les gens, dans les arbres. Il y a un peu de vous qui vous attend patiemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé chez lui et que j'ai appris avec l'âge et en le relisant. Peut-être que. Moi, je crois beaucoup aux âges de la vie, aux décennies aussi, et je crois beaucoup qu'il y a des écrivains avec lesquels on a rendez-vous à certains moments de notre vie. Et parfois, on se trompe, c'est un rendez-vous raté. Comme Proust, par exemple, on ne peut pas le lire à n'importe quel âge. Non, je pense qu'on ne peut pas lire à n'importe quel âge. Ouais. Non, exactement. On peut même jamais le lire, en fait. On peut repousser le rendez-vous. Ou relire Proust. Mais enfin, voilà. Alors, ton livre s'ouvre avec 3 pages qui décrivent la chambre où Cesare Pavese a été retrouvé, donc ce moment de sa mort. Et tout de suite après, on se retrouve au moment du confinement pour la pandémie de Covid qu'on a vécu récemment, et tu décris ces moments et tu décris comment cet enfermement te donne envie de voyager, et le voyage que tu imagines, c'est Turin à ce moment-là. Et à partir de là, donc, tu commences à raconter ces voyages répétés. Est-ce que, on en a déjà parlé bien sûr, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu exactement quelques-uns des lieux que tu as découverts et dans ces voyages, nous parler un peu de cette ambiance? Vous faire voyager. Tout part en effet de cette chambre d'hôtel. Je passais souvent, je passais à Turin et je savais qu'à l'hôtel Roma, Pavese s'était donné la mort. Et en fait, cette chambre existe toujours, c'est un hôtel familial, on peut la voir. Et en fait, il suffit de demander si on peut aller voir la stanza d'ailleurs la stanza di Pavese, c'est marrant, il l'appelle comme ça, mais c'est la chambre 346 aujourd'hui, 49 à l'époque. Et donc, si elle est libre, parce que c'est une chambre qui est louée, beaucoup de gens dorment dedans sans savoir que Pavese s'y est donné la mort. J'ai pas été poussé le vice jusqu'à dormir dans cette chambre, mais j'ai un peu fréquenté l'hôtel Roma. Et voilà, si la chambre est libre, ils vous font visiter, donc vous faites votre voilà, vous allez voir ça, il n'y a rien à voir, c'est une chambre d'hôtel, mais ils l'ont gardé comme c'est un hôtel de goût. Ils ont gardé un peu l'atmosphère de l'époque, un peu années 50 et tout, c'est assez joli. Et en fait, dès que je passais à Turin, je passais toujours devant donc je savais où était la fenêtre, 3e étage, et parfois je me souviens d'aller prendre des trains très tôt et de voir cette chambre soit éteinte, soit allumée, imaginer qu'il y avait quelqu'un qui dormait dedans, et donc tout part de cette chambre parce que j'ai toujours trouvé ça étonnant qu'un homme qui avait toujours vécu sa vie à Turin
choisissent de donner la mort dans une chambre d'hôtel, qui est l'endroit le plus impersonnel qui soit, à quelques pâtés de maison de chez lui, en face d'une gare centrale, un hôtel des voyageurs. Il y a quelque chose de terriblement triste. Choisir de quitter le monde dans un lieu comme ça, de passage, et en même temps avec beaucoup d'humilité, paradoxalement. D'ailleurs, son dernier, c'est marrant en fait, c'est son dernier billet avant de se donner la mort. Je pardonne à tous et à tout le monde, je demande pardon. J'y réfléchis récemment en fait. Enfin, c'est magnifique en fait, c'est tellement beau de quitter le monde. Enfin, en fait, c'est paradoxalement, enfin, c'est très quasiment chrétien en fait. Je pardonne, enfin le pardon pour finir quoi. Je trouve ça assez bouleversant. Et puis après un petit peu de blague quand même, va bene. Ça va, pas trop de bavardage quoi. C'est bon. Et en fait, j'ai trouvé ça très bon. Donc, tout parle de cette chambre, voilà. Et puis donc évidemment de Turin, Pavese dit qu'au fond, la fenêtre ouverte sur les boulevards turinois et aussi son œuvre. Donc il y a ces grandes promenades en Turin. Si on peut s'arrêter sur un lieu que j'aimais beaucoup, c'est un lieu qui s'appelle l'Ultima Spiaggia, qui en italien, pour ceux qui savent, veut dire la dernière chance. C'est l'Ultima Spiaggia. Et qui est cette auberge sur les collines de Turin où là, pour le coup, on prend 60 ans dans la tronche parce que c'est vraiment très très vieux. Et où Pavese s'arrêtait quand il allait voir sa mère là-haut. Et là, vous rentrez, enfin, je crois qu'elle existe encore. Hein. Quand j'y allais, il y avait ce vieil homme, Vittorio, qui vous servait ses pâtes à 4,50 € et son Barbera à des prix d'avant-guerre. Et franchement, voilà, et je trouvais ça. Donc là, il y a un peu cette ambiance-là. Et puis évidemment, à un moment ou à l'autre, il faut aller dans les langues et dans ce pays, dans cette mer de collines, puisque, comme dit Pavé, cette terre qui attend et qui est sans parole. Et cet endroit est totalement bouleversant. Et puis c'est vraiment le décor des principaux livres de Pavese, de sa poésie. Et là, j'étais évidemment dans son village natal, Santo Stefano Belbo, où il y a un petit musée d'ailleurs à son honneur. C'est touchant comme les musées d'écrivains. C'est à la fois un peu décevant, à la fois beau. Puis je trouve ça beau les gens qui sont habités par les lieux comme ça, qui entretiennent l'héritage d'un écrivain qu'ils n'ont pas connu. Et ces collines sont très belles. La dernière fois que j'y suis allé, c'était à l'automne, un peu à la même période, à la Toussaint. Et il y avait ces couleurs d'automne, ces couleurs noisettes, ces couleurs de feuilles mortes. C'était très très beau, très doux. Et il y a quelque chose d'une infinie tendresse en fait dans ces paysages-là. Puis j'aurais voulu croire qu'au lieu de se tuer, il aurait pu aller finir sa vie là-bas. Comme il dit en fait, en fin de compte, à un moment, je ne sais plus quelle phrase il a exactement, mais au fond, il faudrait passer son temps ici, et le regard planté dans les collines. Et je l'aurais bien imaginé fumer sa pipe en marchant dans les collines. Voilà. Et puis un dernier peut-être lieu de ce pèlerinage sur des pas de Pavese, c'est la petite chambre où il a été confiné en 1935. Donc vous savez, il a été confiné par le régime fasciste, un peu par erreur, un peu assez à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Il a dissimulé des lettres compromettantes d'une amoureuse qui était militante communiste, et donc il se retrouve à Brancaleone, au sud de la Calabre, et il y a toujours la chambre de son confinement. Et donc je suis allé les voir là-bas, donc c'est très loin. Encore aujourd'hui, c'est très loin. Il faut aller après Reggio Calabria. Il faut prendre un petit train. Le train, c'est un wagon. Donc on rentre, c'est un wagon, on rentre là-dedans. Il y a ce petit chemin de fer qui longe la mer et qui s'arrête à Brancaleone. Il y a juste un quai, rien d'autre, quelques baraques. Et là, il est resté 6 mois confiné. Et cette chambre a été importante à voir. Et là, pareil, je croise un type qui a mon âge à peu près, qui grillait ses clubs comme ça. Donc il vient me chercher dans sa voiture. Et il me dit, tiens, on va aller voir. Donc je l'avais contacté pour qu'il m'ouvre la chambre de Pavese. Et il me dit à un moment, quand je me rends compte la chance que j'ai de refaire son lit, de passer le balai dans sa chambre et tout. Enfin, il y avait un truc totalement. Puis à un moment, il me dit, je te laisse dans la chambre, je te laisse avec lui, etc. Moi, je vais. Donc il fumait ses cigarettes dehors et il me laisse dans cette chambre-là. C'était assez émouvant. Et là, Pavese a surtout écrit les premières lignes du métier de vivre, quoi. Donc c'est assez bouleversant. Et puis il a ces mots hyper durs contre la mer. En fait, depuis la chambre, il y a le chemin de fer, et puis après on voit la mer. Et il dit que lui qui était du nord de Turin, qui ne supportait pas bouger, il dit à quel point il déteste la mer, qui vient ramper à ses pieds, c'était un mur pour lui en fait. Voilà des lieux un peu de cet itinéraire là que j'ai parcouru.
Et c'est faux ce que j'ai dit au début, en fait, si, en parcourant ces lieux, quand même, j'ai été récupéré un petit peu de Cesare Pavese. J'ai quand même retrouvé des petites choses, au fond, si. Au fond, je me suis attaché à lui comme ça aussi. Bien sûr. J'aimerais bien avoir ton avis sur certains des thèmes qui reviennent dans l'œuvre de Pavese. On l'a dit, la géographie du Piémont, bien sûr, les collines, ces lieux qui ont effectivement un rôle très symbolique aussi dans son œuvre. Cette citation, tu la disais tout à l'heure, je voudrais bien la lire en italien parce qu'elle est magnifique. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Et en français, ça donne ce que tu disais tout à l'heure, il faut avoir un pays, ne serait-ce que pour le plaisir d'en partir. Un pays, ça veut dire ne pas être seul et savoir que chez les gens, dans la terre, il y a quelque chose de vous qui, même quand on n'est pas là, vous attend patiemment. Donc ça donne vraiment la dimension de ce thème du pays. Et le retour, donc tu disais tout à l'heure, c'est un sujet important. Et puis il y a ce vice absurde, le vizio assurdo, non, qu'on mentionnait au début, d'un homme qui a été hanté par le suicide, effectivement, toute sa vie, qui a essayé de vivre malgré tout, et puis qui a essayé de résister peut-être ou pas, ou de cultiver ce vice jusqu'au moment du geste extrême. Quel est le rôle, selon toi, du suicide dans son œuvre? Oui. Alors moi, je me méfie beaucoup des interprétations sur le suicide, tout ça. J'ai voulu... Donc évidemment, ce livre, la deuxième partie du livre est vraiment un travail un petit peu essayer de comprendre cet acte. Et retracer un peu les dernières heures, les derniers jours avant son suicide. Parce qu'au début, ma grande question, je voulais pas faire un livre que sur ça, en fait, parce que c'est pour ça qu'il y a bien d'autres choses dans mon récit. Mais au début, mon intuition, c'était de me dire, c'était de partir de la dernière phrase du journal, qu'il écrit le 18 août 1950, Non scriverò più, donc je n'écrirai plus, qui est le suicide d'un écrivain. Pavese, en fait, à un moment donné, quand il avoue, il écrit ça dans ses lettres, il le dit à la dernière phrase de son journal, j'ai tout dit, je n'écrirai plus. Donc déjà, il se donne la mort en tant qu'écrivain. Et entre le 18 août et le 27, 9 jours, au cours desquels, donc le 27 où il se donne la mort avec des somnifères, 9 jours qu'il passe dans Turin, au milieu de l'été, visiblement tout seul, quand tout le monde est en vacances. Il faisait une chaleur bestiale à Turin cet été-là, et j'ai essayé un peu de comprendre ce qu'a fait cet homme tout seul dans cet été. Donc c'est vraiment ça que j'ai essayé de retracer. Essayer de comprendre aussi si est-ce qu'il s'est laissé mourir ou est-ce qu'il a essayé de chercher, d'appeler à l'aide, est-ce qu'il a essayé de voir des gens, etc. Le suicide, je pense qu'il avait... J'ai un moment cette phrase, j'ai dit, je pense que ça lui appartenait comme ses lunettes ou sa pipe, ou j'ai l'impression qu'il avait ça en lui comme... c'est ce qu'il dit, hein, il vizio assurdo, c'est mon vice absurde, c'est ma... Et donc ça arrive très vite dans son journal, entre 35 et 50, et ça c'est quand même un fil du journal. On sait que même très jeune, il a plus ou moins essayé, et puis il n'a pas été capable. Comme dit, il faut du courage, non de l'orgueil. Enfin voilà, il revient assez souvent là-dessus. Après, moi, je ne crois pas du tout à l'esthétisation de ce geste. Je ne vois pas ça du tout comme un geste littéraire ou quoi. Encore une fois, je pense qu'un suicide est une tragédie. C'était une impossibilité qu'il avait à vivre. Et moi, en fait, je retiens ce qu'il... En fait, ma grande ce que j'aime beaucoup chez Pavese, mais comme beaucoup d'écrivains qui se sont donné la mort, à un moment j'évoque Stig Dagerman, j'évoque un autre poète très méconnu qui s'appelle Thierry Mess, qui avait écrit L'homme qui penche, le cahier de l'homme qui penche. Et en fait, c'est que ces gens qui se sont donné la mort, qui étaient sans doute habités par la mort, par le suicide, arrivent en fait, à vous aider à vivre, au contraire. Et en fait, chez Pavese, je trouve que ce qui me plaît chez Pavese, c'est avant sa mort, tout ce qu'il dit, en fait. Pour moi, tout ce qu'il dit nous aide à vivre. Moi, je trouve que quand il dit... Moi, ce qui m'intéresse dans son journal, c'est pas ses réflexions sur le suicide, parfois un peu dures, où il dit, par exemple, bon, quand vous avez choisi de vous suicider, il faut faire très attention quand vous traversez la rue. Il faut faire attention, parce que sinon, voilà, si vous mourrez dans un accident, c'est bête, quoi. En fait, il en parle même avec humour, quoi. Il dit, voilà, faut être très prudent, voilà, faut attendre au feu rouge, quoi. Et
voilà, donc c'est assez. Donc à la limite, il y a ça, il prend ça avec beaucoup d'ironie aussi. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est quand il dit mon rôle public, je l'ai accompli. Euh, comment? Mon rôle public, je l'ai accompli. J'ai travaillé, j'ai donné de la poésie aux hommes, j'ai partagé les peines de beaucoup. En fait, c'est ça qui est beau. Quand il dit je crois que le monde est beau, mais je m'en sens coupé, je tombe. En fait, il ne nie pas le monde, il ne nie pas la beauté du monde. Juste, il en est incapable, il n'y arrive plus. Et c'est ça qui me bouleverse aussi. Et ça revient un peu à, vous savez, je cite aussi cette phrase très très belle de Italo Calvino, qui avait 27 ans, plus ou moins, à la mort de Pavese, et qui a été bouleversé par cet homme qu'il voyait tous les jours à l'Einaudi, qu'il aidait à travailler, qui était quelqu'un quand même qui... bon, je dis que je ne cherchais pas à mettre à penser intellectuelle, mais à l'époque, c'était quand même une figure de l'Italie intellectuelle, éditoriale. Enfin, c'était vraiment un colonne vertébrale de l'Einaudi, grand traducteur. Enfin, c'était quelqu'un de grand travailleur. Enfin, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est que c'était vraiment un homme qui donnait l'exemple, qui travaillait bien surtout, qui faisait son devoir jusqu'au bout. Et Calvino dit en fait, Pavese, donc il écrit à une amie, il lui dit mais faut que tu comprennes ce que cet homme représentait. Donc il lui donne toutes ses qualités, etc. Il dit en fait c'était cet homme dont on sait qu'il a une difficulté immense à vivre, mais il tient bon. Après, ça sera un débat plus général sur la littérature italienne du XXe siècle, mais il a longtemps été considéré comme un auteur très provincial, très du terroir, et un peu cantonné à ça. Et heureusement, en fait, finalement, paradoxalement, maintenant, je pense que c'est un écrivain, notamment par le métier de vivre, qui de fait, en fait, est sorti à posthume, évidemment. Seulement sa poésie, ça suffit à oui, bien sûr, devenir un grand auteur. bien sûr. Mais je veux dire, autant... en fait, j'ai remarqué pour voilà, énormément d'écrivains, de très très grands Italiens du XXe siècle, passent très mal les frontières parce que ils sont un peu cantonnés à une sorte de provincialisme, alors qu'un homme comme Italo Calvino, qui au contraire a fait une langue un peu monde, lui a réussi à, enfin lui voilà, est aimé par tout le monde et reconnu. Moi, par exemple, la langue de Calvino, je dois reconnaître, me touche pas du tout. Je suis pas du tout Calvino, c'est très froid pour moi, c'est très c'est pas un univers qui me touche particulièrement, alors que je suis beaucoup plus bouleversé par des écrivains plus confidentiels et peut-être plus malheureusement réduits à leur identité régionale, culturelle. Giorgio Bassani, Vittorio Sereni, bon, Beppe Fenoglio, mais Beppe Fenoglio, c'est une autre manière aussi. Même les écrivains triestins, Biagio Marin, Umberto Saba, tout ça. Et en fait, il y a un truc, il y a une sorte je pense que Pavese aurait pu avoir un destin un peu plus confidentiel comme ça. Et en fait je crois que par notamment le métier de vivre, le métier de vivre, le métier de vivre, en fait, c'est un livre, voilà, c'est sa grande. Lui disait, en parlant je crois, des dialogues avec Leco qu'il aimait beaucoup, mais qui est mal compris. Il disait les dialogues avec Leco, qui est une sorte de revisitation des mythes, et lui il aimait beaucoup ça. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup de mal à lire, enfin que j'ai beaucoup de mal, c'est pas ce que je préfère de Pavese, c'était son livre préféré, c'est le livre qu'il avait dans sa chambre quand il est mort, et c'est sur ce livre, sur la première page de ce livre, qu'il a écrit son dernier livre d'adieu. Et il a dit, et sur les dialogues avec Leco, il dit ce sera ma carte, et il s'est totalement trompé, c'est ma carte de visite pour la postérité. Et en fait, ce livre est pas du tout lu, très mal compris, alors qu'on on lit principalement le métier de vivre, ses romans et puis sa poésie. Chez Pavese, je pense que c'est ce que tu faisais ressortir, même le malheur, ce n'est pas un malheur philosophique, lié à une certaine vision de la condition humaine. C'est vraiment lié à sa condition individuelle, au fait que lui se sent incapable de faire ce que les autres font, de vivre comme les autres, de réaliser des choses même simples, le fait d'avoir une femme, voilà, de vivre une vie de famille. Et c'est surtout ça peut-être, ou pas, ou est-ce qu'il y a des deux? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il était quand même préoccupé par son époque. Hein. Alors, évidemment, c'était pas un écrivain militant. Je parle beaucoup de ses pages. Je pense qu'il a,
il s'en est beaucoup voulu de son comportement pendant la guerre. Il en a nourri un sentiment de culpabilité. Pendant la guerre, Pavese a donc été réformé pour son asthme. Vous aurez remarqué, beaucoup d'écrivains sont asthmatiques. Je suis asthmatique aussi d'ailleurs. Et donc il était, et lui est parti dans les collines, notamment à Serralunga di Crea, où il y a un monastère assez étrange. Et puis donc il était professeur, mais il a passé du temps. Et en fait vraiment, alors qu'il a des amis qui sont engagés dans la résistance, alors qu'il a un de ses meilleurs amis, Léoné Ginsburg, qui est torturé, assassiné par les nazis, alors que les bombes pleuvent sur Turin, lui est un peu éloigné de ça. Et puis un jour il rentre de son école à vélo et il tombe sur une embuscade qui vient de se passer entre des partigiani et des fascistes. Et le sang, les corps sont encore frais et ça le touche énormément. Et ça va motiver son écriture de La maison sur la colline, où il raconte cet homme qui tous les soirs fuit Turin pour aller sur sa colline tranquille. Il dit mais de toute façon la guerre, pourquoi, qu'importe la guerre quand il y a un ciel bleu, quand il y a des feuilles, enfin voilà, en fait une certaine légèreté même pendant la guerre. Et en fait la guerre vient finalement, la guerre vient finalement vous trouver. Et moi ça m'a beaucoup touché parce que je me pose beaucoup de questions sur l'écriture, sur l'engagement, sur une époque où justement l'engagement, on parle beaucoup d'engagement, d'écriture militante, où on doit tous être militants, être pro, être contre, etc. Pavese, c'est un peu l'anti-militant, quoi. C'est un peu celui qui va. Et en même temps, il vous met en face de votre indifférence, de votre détachement. Enfin, à quel moment le détachement, à quel moment l'indépendance d'esprit devient de l'indifférence et de la lâcheté. Et c'est vraiment très intéressant. Et donc je pense qu'il était quand même préoccupé par son temps. On raconte que quelques mois avant de sa mort, il allait tracter contre la bombe atomique dans les halls d'immeubles. Enfin, il était quand même assez préoccupé par ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du journal secret. Vous avez parlé de ça? Il y en a quelques exemples. Donc, moi, je ne sais pas trop quoi penser de ça, moi, mais je ne sais pas s'il faut trop s'attarder là-dessus, mais on a retrouvé des cahiers. On va s'attarder là-dessus. Moi, je ne veux plus vous attarder là-dessus. Vous voulez que je m'arrête? Ah, ok. Donc on a retrouvé des cahiers, donc visiblement qui n'étaient pas du tout faits pour être publiés, de Pavese, et qu'on a publié. C'est très court, dans laquelle il peut éventuellement montrer une sympathie envers le nazisme, ou pas une sympathie, du moins une fascination, quelque chose comme ça. C'est très embarrassant. Et moi je ne sais pas trop quoi en penser, sinon que soit c'était un jeu, soit c'était une sorte d'autodestruction. Il avait en plus vraiment un goût pas de l'autodestruction, mais de la dépréciation. Enfin, il se déprécie en permanence. Donc j'ai l'impression que c'est comme un besoin de tout raturer, je ne sais pas comment prendre ces choses-là, mais... Pierre, j'aimerais bien revenir sur ton livre précédent, un petit peu, tant qu'à faire. Hein. On le disait avec Florence, on l'a adoré toutes les deux, donc que reviennent ceux qui sont loin. D'autant plus qu'il y a un fil entre les deux, puisque ce titre, tout du moins, il est tiré, on le disait aussi, d'une citation de Pavese, une très belle citation que j'ai redécouvert ou comprise, tout du moins grâce à toi. Ça ne m'avait pas marqué avant, mais... Et puis en fait, il y a quelque chose que j'étais très fière de moi en tant que lectrice. Je l'ai capté à une deuxième lecture de Hôtel Rome. À un moment donné, tu dis, attends, je ne veux pas mal te citer, où tu étais le moi qui ressemblait le plus à la mort. Tu le dis à un moment où tu décris justement ce mois d'août très chaud et où la ville est très vide. Donc voilà, pour décrire cette solitude qui va conduire, qui va accompagner Cesare Pavese dans ces dernières heures, tu décris ça comme ça. Et c'est à une deuxième lecture que j'ai pensé à cette référence, à ce clin d'œil que tu fais à toi-même ou au lecteur. Dans ton livre précédent, tu disais justement que Août était le mois qui ressemblait le plus à la vie.
Ouais, c'est un petit... Voilà. Pour voir si vous suivez. Quoi. Voilà, j'ai suivi la deuxième lecture, j'avoue, mais voilà, très fière de moi quand même. Tu veux nous dire quelques mots sur ce livre précédent, ce contexte complètement différent? Là, voilà, encore une fois, c'est un lieu qui est important, c'est cette maison des vacances, et avec ce lieu métaphorique, donc aussi de l'enfance qu'on revit à travers ce lieu. Et pardon, laquelle? Parce qu'il y en a deux. Il y a celle où il est né et puis il y a celle qui est près de Piémont. Ah non, Là, on parle de... là, on parle d'autre chose. Là, on parle de ma propre vie. Ah, mais, justement, je vais faire court. Je vais faire court parce que je pense que les gens sont plus là pour Pavese que pour moi. Mais oui, oui, non, en fait, ça, c'est mon livre précédent. Et en fait, c'était... je me souviens plus de la question, mais oui, qu'est-ce qui... Non, bah, c'est en fait... alors, c'est marrant parce que le titre, en effet, est emprunté à une phrase du métier de vivre, où Cesare Pavese revient à Santo Stefano Belbo. Je crois que c'est en 1948, 2 ans avant sa mort. Et il écrit dans le pays de son enfance, pour que la gloire soit agréable, il faudrait que les vieux rajeunissent, que les morts ressuscitent, que reviennent ceux qui sont loin. Vous vous rendez compte? Il disait des choses qu'on ne comprenait pas à l'époque. Il était visionnaire. Ouais, non, mais c'est sublime, une espèce de prise de conscience. Et après, ils sont dispersés, ils sont morts, ils ne reviendront plus jamais. C'est vraiment très très beau. Et en fait, c'est un sentiment que j'ai eu il y a quelques années en revenant dans une maison de vacances où je vais depuis toujours, depuis que je suis né. Après avoir manqué plusieurs étés là-bas, parce que quand on est jeune, on a envie d'aller avec les copains, on a envie de faire autre chose, évidemment. Et en même temps, ce lieu, je savais qu'il était là, qu'il m'attendait. Et en fait, à un moment, on y revient, on se rend compte que déjà, y a des gens qui sont plus là, il y a le grand-père, la grand-mère qui sont décédés, et en même temps, ce décor est là, qui nous attend, qui n'a pas bougé. Et en fait, on se prend en fait, l'enfance en plein visage, et on se rend compte que ce lieu est notre pays, parce que c'est le pays de nos souvenirs, c'est le pays de l'enfance, et que chaque été, au mois d'août, on revit ce petit spectacle de la vie, on revit notre enfance. Et je pense que c'était un thème assez pavésien, d'une certaine manière. Et c'était, donc ce livre avait été écrit sur un mois d'août, qui est pour moi un mois assez... qui est le mois... Bon, on va pas se mentir, on passe notre temps à attendre l'été, en fait. Enfin, moi, je crois que l'été, c'est la plus belle des saisons. C'est un moment unique, extraordinaire. Et le mois d'août, c'est un mois particulier parce qu'il est à la fois beau, il commence, il doit jamais finir. Et puis, en fait... Ouais, et en fait, voilà, au niveau du 15 août, déjà, la lumière décline, déjà, on rentre dans l'automne. Et en fait, chaque fin du mois d'août, moi, j'aimais beaucoup le mois d'août quand j'étais enfant. Et je vivais le retour à la ville, le retour à l'école comme une petite mort. Et donc j'ai l'impression que le mois d'août, août ressemble le plus à la vie parce que c'est comme la vie en accéléré. Au début, tous les jours se ressemblent, ils paraissent interminables, et puis peu à peu, tout s'accélère. Et en même temps, c'est le mois aussi de l'enfance, parce que c'est le mois où les enfants sont en vacances, c'est le mois où les enfants sont dans nos vies, dans nos pattes. Et c'est le mois où ils sont des rois, en fait, parce qu'on fait tout pour eux, c'est leurs vacances. Et donc, c'est notre manière à nous qui grandissons, qui vieillissons, de continuer à vivre l'enfance. Et ça m'avait marqué que Pavese, déjà, qui parle beaucoup de l'été, le mythe de l'été est beaucoup présent dans son œuvre. Moi, j'ai beaucoup aimé la plage, j'ai beaucoup aimé, à un moment, il trace un peu tous ces mythes. Il y a un moment, il y a Vacances d'août aussi. Il y a Vacances d'août, il y a ce sentiment aussi de l'été, cette insouciance. Je me souviens, il parle de la plage. Dans la plage, il dit à un moment, on parle aux autres comme on parle à soi-même. Cette espèce d'inutilité de l'été, de futilité, mais qui est tellement importante en fait. Et la joie des choses simples, la joie de parler de choses qui n'ont rien à voir. On ne parle pas de politique en été, on ne parle pas de choses graves, on parle de choses légères, et en même temps, il y a une certaine gravité. Et donc, voilà, et j'étais étonné et à la fois, pas si étonné que ça, qu'il se donne la mort au mois d'août, en ville, quand tout le monde est en vacances. Parce qu'il y a quelque chose, c'est le très beau texte, vous savez, de Ginsburg, Natalia Ginsburg, sur le portrait d'un ami, où elle dit, voilà, il a choisi de mourir dans notre ville quand nous sommes... L'ami a choisi de se tuer alors que nous étions tous en vacances. Il a choisi une chambre d'hôtel dans sa ville de toujours, etc. Il y avait quelque chose d'assez touchant. Donc c'est pour ça que
fait le petit parallèle, voilà, août est le mois qui ressemble le plus à la mort, parce qu'en fait, il y a dans la fin du mois d'août, il est mort quand même un 27 août, un dimanche, quoi. Parce que le dimanche, pareil, le dimanche, c'est un peu ceux qui partagent ce sentiment du mois d'août, le dimanche après-midi, qu'on le veuille ou non. Le dimanche après-midi, c'est un truc hyper... ouais, c'est le cafard. Ouais. C'est le cafard. Ouais, c'est angoissant. C'est vrai qu'il faut faire la fête le dimanche soir. C'est vrai, j'écrirai un jour un livre sur les gens du dimanche soir. Parce qu'en fait, le dimanche soir, on trouve des gens... Il y a un truc particulier le dimanche soir. C'est tous les gens qui veulent rompre avec cette mélancolie. Il y a quelque chose d'assez génial le dimanche soir. Et donc voilà pourquoi j'écris ça, quoi. Mais c'est sentiment, voilà, donc que reviennent ceux qui sont loin, c'était voilà, un livre un peu sur l'été. Voilà. Ok. Je voudrais te poser une petite question un peu plus de technique d'écriture. Ces deux livres-là sont écrits à la première personne. Ce n'est peut-être pas exactement la même première personne, parce que peut-être que dans Que reviennent ceux qui sont loin, il y a un peu plus de place pour la fiction, ou pas, hein, je ne sais pas, mais c'est pas présenté au moins comme une autobiographie à 100%. Hotel Roma est plutôt un récit où vraiment on peut croire un peu plus à cette identification totale ou presque totale entre l'auteur et le narrateur. Où est-ce qu'on place le curseur? Alors, est-ce que cette identification est totale ou pas? Pas spécialement. Moi, j'aime bien la zone grise, j'aime bien qu'on ne sache pas trop. Après, en fait, quasiment tous mes livres, j'en ai écrit beaucoup, enfin, j'en ai écrit 7, mais quasiment tous mes livres sont écrits à la première personne, sauf un. C'est le filtre le plus subtil que j'ai trouvé. Enfin, c'est ma manière d'exprimer, c'est ma langue. J'ai pas, c'est ma manière d'écrire. Après, ça ne veut pas dire la première personne, ça ne veut pas dire une impudeur, ça veut pas dire. Ça peut être, on peut écrire à la première personne, être très pudique, être très. C'est pas. Alors, le problème de la première personne, c'est que les gens évidemment veulent toujours vous retrouver derrière, veulent savoir si c'est vous. Moi, j'aime bien qu'il y ait une sorte d'ambiguïté. Que reviennent ceux qui sont loin, c'est vraiment un roman. Bien qu'on comprenne que le narrateur est plus ou moins mon âge et que c'est assez autobiographique. Le Hôtel Roma, c'est plus un récit quand même. Donc on reconnaît que c'est quand même plus moi qui suis derrière cette première personne. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de réussir à écrire qu'à la première personne. Ouais. C'est assez étonnant. Une écriture aussi d'images très photographiques, très visuelles, oui, je trouve. Oui, et qui dit l'essence des choses à travers l'image, à travers vraiment un mot juste et transparent. C'est ça, ce matin je réfléchissais, je me disais voilà, c'est vraiment ça, une écriture qui est capable de dire les choses les plus profondes, l'essence, mais avec un mot qui paraît simple, vraiment tellement il est transparent, il est lisible. Voilà, vraiment cette sensation-là. Une petite dernière question. Alors, je pense qu'on a énormément d'experts, donc qui n'auront peut-être pas besoin de ce que je vais te demander, mais est-ce que tu pourrais indiquer un parcours de lecture de Pavese et pour ceux qui le connaîtraient moins ou pas du tout? C'est-à-dire par quoi commencer, par où finir? Là, je crois que ça appartient à chacun, ça dépend vraiment de votre sensibilité, de votre... Si vous lisez de la poésie, moi je trouve que quand même... En plus, paradoxalement, il a une poésie à une époque où peut-être la poésie commençait à devenir un peu plus hermétique, un peu plus intellectuelle. Il a une écriture une poésie assez narrative en fait, Pavese. Donc il se lit vraiment comme un... qui se lit très bien. Donc c'est pas intimidant, enfin c'est pas une poésie, vous n'allez pas être... C'est une poésie très tendre, enfin très... je sais pas comment dire, moi je commencerai, en fait puis même il est écrit très jeune, hein, déjà à 20 ans, enfin ces poèmes là, moi je trouve que je commencerai par Travailler fatigue, moi je commencerai par Les mers du Sud, je commencerai par ce très beau poème magnifique, enfin vraiment je relis tout le temps, je trouve très très beau, donc Les mers du Sud, et je continuerai, je continuerai avec ses courts romans, Le bel été, La plage, La maison sur la colline, peut-être, et je lirai, alors ça c'est faut être accroché, il faut aimer aussi les journaux d'écrivain, mais bon, Le métier de vivre c'est quand même le grand, mais Le métier de vivre c'est pas un livre qu'on lit comme ça, c'est un livre qu'on repose, c'est un livre vous voyez, c'est un livre qui nous accompagne longtemps en fait, mais c'est quand même un livre, c'est un immense livre, hein,
extraordinaire. On prend c'est des leçons de vie en permanence, c'est notre journal à nous en fait, c'est notre journal à nous. Voilà, et après moi je trouve que je terminerai par La Lune et les Feux, La Luna e Fallo, qui est moi le livre qui me bouleverse le plus, qui est son dernier roman, qu'il a écrit en quelques semaines, très rapidement, et qui raconte donc voilà, qui est ce retour dans les langues. Et il y a quelque chose, voilà, là il y a déjà un crépuscule, et c'est voilà, le roman du retour, de l'achèvement un peu, sa petite divine comédie comme il disait, ma modeste divine comédie. Et La Lune et les Feux, ouais, c'est très très. Voilà. Moi je finirai un peu avec ça. Et après, vous commencez et vous finissez par mon livre. Merci à toi, Pierre. Merci à Manuel. Merci à vous.